Téléspectateurs de Bandé TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver sur votre plateau Entretien Brut, le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité nationale, régionale, internationale, s'il en faut. Voilà, avec des collègues, des confrères et des invités, on essaye vraiment de décrypter, de disséquer, de faire une coupe, une découpe chirurgicale, même si on le faut, pour pouvoir éclairer un petit peu la lanterne de certaines personnes, hein, on peut dire, hein, parce que c'est aussi ça, l'actualité, une certaine diversité. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau mes confrères, je le dis bien. Il s'agit de Madame Diallo Assetou Diarra. Madame Diallo, ça va? Ça va, Fadima. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Bandé TV. Ça va? Ça se passe sur le terrain? Très bien, à part la chaleur. On a eu droit à 2 jours de fraîcheur inattendue, qui a même occasionné des inondations dans certains endroits. Et des dégâts matériels même, surtout. Heureusement qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Heureusement, je n'en ai pas entendu parler. D'accord, merci beaucoup. Deuxième invité sur ce plateau de Bandé TV est un confrère, pas des moindres, un président. Hein. Oui. Il s'agit de président Bokoum, il est président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Président Bokoum, ça va? Oui, ça va bien. Ça se passe? Bon, on dit ça va à la malienne. Il fait chaud, mais à la on malienne. fait avec. En tout cas, très heureuse de vous retrouver parce que vous allez être un élément, une personne assez clé par rapport à nos sujets. On a un sujet ici qui vous concerne particulièrement, on va le dire. Sans plus tarder, nous allons commencer nos sujets. Notre premier sujet, premier dossier, on aime si bien le dire sur ce plateau, il s'agit de la phase nationale de la réélecture de la charte de la transition qui s'est déroulée du 28 au 29 avril, tout simplement. Il y a eu une phase régionale du 16 au 17 avril dans les régions et la diaspora. Voilà. Comment vous avez trouvé déjà ces phases de concertation dans un premier temps? Quel décryptage, quelle synthèse on peut dire de cette phase? Oh, merci beaucoup. Pour ce qui concerne la phase régionale, je crois que le choix, ils ont choisi, c'est 22 participants par région, si je ne me trompe. Alors, ces 22 participants avaient des thématiques bien précises, 3 normalement, relatives à la charte des partis politiques. Alors, ces regroupements de Maliens à l'intérieur et dans la diaspora, ces différents regroupements se sont prononcés et nous avons vu quand même des recommandations quasiment unanimes, quasiment identiques. Bon, toutes ces recommandations ne vont pas dans le sens vraiment d'arranger les partis politiques parce qu'il s'agit de leur dissolution, il s'agit de la suppression du poste de chef de file de l'opposition et de la suppression quand même de l'aide aux partis politiques. Il y a également d'aucuns parlent de réduction et de rendre vraiment drastique les conditions de création de nouveaux partis politiques. Alors, quand tu fais une analyse globale de toute la situation, on a l'impression que ces recommandations sont téléguidées parce que sur la quasi-totalité des recommandations venant des différentes régions, on voit presque les recommandations qui sont identiques avec les mêmes termes, les mêmes phrases. On se pose la question, est-ce que c'était pas qu'on vient, on joue la vidéo, on regarde la même chose, on répète. En tout cas, c'est vrai que les gens sont venus pour échanger, ils ont fait leurs recommandations, mais ces recommandations, c'est l'aspiration de tout le peuple malien? La question se pose. De toutes les façons, ce sont ces recommandations qui sont venues au niveau national ici. D'accord, merci beaucoup. C'est tout. Vous étiez vraiment de très près, hein, très près au niveau du CICB. Hier, tout à fait.
voilà, pratiquement la journée. Oui, qu'est-ce qu'elle constate par rapport à tout ça déjà dans la salle était vachement bondée. On a vu beaucoup de sociétés civiles. Moi, j'étais beaucoup touchée par le fait de voir des femmes, beaucoup de femmes, certaines avec leurs enfants au dos, des jeunes. Et ça, franchement, ça m'a impressionnée, surtout que c'est une instance qui était présidée par la prémature. Il est venu après, dans l'après-midi, et voilà. Et après, il y a eu la lecture des recommandations dont a parlé mon collègue tout à l'heure. Mais comme on le dit, quelque part, je pense qu'un sondage aurait été vraiment nécessaire afin réellement de savoir qu'est-ce que pensent réellement les Maliens du oui, on doit dissoudre les partis politiques ou du non, on ne doit pas dissoudre les partis politiques. Comme ça tombe sur la table. On se demande réellement, toutes ces sociétés civiles, c'est pourquoi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que ce sont des concertations qui ont été faites. Donc, pourquoi, à ce niveau de la chose, pourquoi tout ce monde-là? C'est la première question qui nous vient tout de suite à l'esprit. Après cela, bien évidemment, raccourcir, endurcir les partis politiques, on peut le comprendre. Mais le mandat du général d'armée Assimi Goïta à 5 ans, où est le lien avec la charte des partis politiques? Donc, quelque part, on se demande, il y a quand même des zones d'ombre. Un sondage aurait été peut-être bien pour réellement situer. Est-ce que réellement les Maliens en ont vraiment assez des partis politiques? Il faut quand même rappeler qu'il y a eu le M5 RFP et qu'il y a eu les crises que nous avons connues en 2020. C'est aussi la suite logique et aussi la conséquence de tout ça qui a mené le Mali à ce que nous vivons actuellement. Donc la question, et cette question est vraiment cruciale, et si on va vers quelque chose où en juin, on va finalement adopter quelque chose en fonction de ces recommandations-là, il faut vraiment se rassurer que c'est légitime. Parce que sinon, il peut y avoir beaucoup de répercussions. D'accord, restons toujours dans le sujet. Il y avait quand même des thématiques. 3 thématiques au total: la réduction du nombre des partis politiques, la réélecture de la charte des partis politiques et le nomadisme politique en cours de mandat. Voilà, donc on ne va pas donner toutes ces recommandations ici. Mais en tout cas, succinctement, ce qui ressort, c'est la dissolution. Aujourd'hui, est-ce légitime ou pas? Parce qu'il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Elle est protégée par la Constitution. Même la toute première Constitution, avec la dernière, elle est carrément inviolable. En plus, en période de transition, comment vous avez pu voir ça, Bokoum? Moi, je pense que pour qu'il y ait un État fort, il faut des institutions fortes. Alors, nous avons d'abord fait des ANR, les Assises nationales de la refondation, dans lesquelles recommandations, ça ressort de la diminution des partis politiques. À mon sens, les ANR sont plus représentatives que ces concertations qui viennent d'être faites aujourd'hui. Ensuite, quand on prend la loi fondamentale, notamment la Constitution du 22 juillet 2023, qui a consigné clair et net, qui garantit le multipartisme au Mali. Alors, si on s'en tient seulement à ces 2 documents, on pense que, à mon sens, il est judicieux de mettre en avant les textes de la République, surtout si la loi fondamentale s'est prononcée sur la question. Donc, on a vu l'exemple ailleurs, on a vu au Sénégal, par exemple, au moment où le président Macky a voulu reporter les élections, la Cour constitutionnelle a pris sa responsabilité en disant non, ce n'est pas possible. C'est ça des institutions fortes en fait. Pour qu'un pays soit fort, il faut que le pays soit respectueux lui-même des textes qu'il prenne, des textes qu'il signe, des documents qu'il signe. Donc moi je pense que c'est le référendum qui est passé, qui a donné naissance à cette nouvelle constitution. Cette élection a eu plus de participation que toutes les élections au Mali, 90%. Moi je pense qu'il n'y a pas plus légitime que cette constitution. Bon, malgré tout ça, si on doit convoquer 22 personnes par région pour venir se prononcer sur quelque chose, il y a beaucoup vraiment de zones d'ombre, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. On ne connaît pas la motivation, mais de toute façon, pour qu'un pays soit réellement
un pays est respecté et respectable, il faut que ce pays soit lui-même respectueux de ses documents. Il faut que ce pays ait des institutions fortes pour que vraiment le vivre ensemble soit vraiment une réalité dans notre pays. Aujourd'hui, avec la dissolution des partis politiques, ce n'est pas sans remous, on le sait, on le souhaite pas. Mais si on interroge nos textes, comme je l'ai dit, je crois qu'on pourra trouver une solution à accepter de tous pour qu'on puisse aller de l'avant, parce que le pays a beaucoup souffert. On n'a pas besoin d'une autre crise encore pour venir vraiment faire souffrir davantage les Maliens. On a vu pas mal de partis politiques, en tout cas des regroupements qui ont fait des points de presse, conférences de presse, comme quoi ils ne rentraient pas en compte. Ils n'étaient pas concernés, en fait, pour dire de manière terre à terre. Est-ce qu'ils ont quelque part aussi donné du poids à cette initiative-là? Forcément, parce que de toute façon, je ne pense pas que les partis politiques vont s'avouer vaincus aussi facilement. Je pense que ça aussi, c'est une autre phase qui va entrer en jeu. Est-ce que finalement, ça ne va pas donner l'occasion à ces partis qui, on le sait, sont très souvent non rassemblés, ne sont pas forcément unis? Est-ce que justement cette situation ne va pas leur donner cette force aujourd'hui de se mettre ensemble pour justement surmonter ce problème commun qu'ils sont en train de subir? Et en plus de cela, il faut aussi rajouter que ces partis politiques ont vécu une évaluation il n'y a pas si longtemps. Juste avant, justement, c'est comme si ça donne l'impression qu'on préparait le terrain justement pour faire montrer, mais finalement, ces partis politiques servent à quoi? On a vu dans ces documents, dans ce rapport, où effectivement, il y a beaucoup de partis politiques qui ne respectaient pas, qui n'avaient pas de siège fixe, qui ne disaient pas, quand ils changeaient de local, qui ne respectaient pas les procédures administratives de leur parti même. Donc, finalement, on a plus l'impression et encore moins une transparence de gestion. Exactement, on a vu ça aussi. On a vu même des partis qui n'avaient pratiquement pas de fonds. On se demande comment est-ce que c'est juste des partis qui sont créés juste pour avoir la subvention de l'État. Ça a mis le doigt sur tous ces problèmes que vivent les partis politiques. Mais est-ce que justement, ce n'est pas ça l'argument qui va permettre à ces partis politiques de enfin jouer le rôle qu'on attend d'eux dans une démocratie qui se dit républicaine? C'est ça la question aujourd'hui. Elle est fondamentale et je pense que les partis politiques auraient vraiment intérêt à plus se pencher sur cette question. La politique n'est pas que des regroupements de personnes qui ont une vision qui n'est souvent même pas claire aux yeux des populations. Ils ont beaucoup d'autres tâches dans le pays qui relèvent plus même d'accompagner les populations sur les choix de développement. Et ça, on ne le voit pas beaucoup. Et je pense que peut-être que cette situation va permettre de résoudre ce problème-là. En tout cas, je l'espère. Comment vous comprenez, par exemple, cette dissolution des partis politiques, associations et mouvements politiques? Et quand on parle de mouvement politique, on ne peut pas parler de mouvement politique sans parler du M5-RFP. C'est réduit à néant le M5-RFP, là, cette fois-ci, par la gouvernance du président Assimi Goïta. Bon, moi, je dirais toujours que ce sont des propositions, ce sont des recommandations. Ça reste toujours à mes yeux des recommandations. Tout à fait. Quelle décision l'État va prendre, le gouvernement va prendre au plus haut niveau, ça c'est autre chose. Mais ce qui reste constant, c'est que notre loi fondamentale, moi je reste ici, notre loi fondamentale nous a accordé la liberté d'association, à moins qu'on veuille modifier cette disposition de la Constitution pour pouvoir être légaliste. Je ne pense pas, à mes yeux, si ces regroupements de personnes qui ont fait ces recommandations, je ne pense pas s'ils sont plus légitimes que ceux-là qui ont voté la nouvelle Constitution. D'aucuns vont me dire que les gens l'ont voté, ils ne savent pas. Non, c'est une constitution portée par la transition et c'est une constitution qui a été expliquée dans toutes les langues. Et j'imagine que, en tout cas, quasiment, elle a été rééditée. Avec quand même un léger déficit de communication. Oui, mais rééditée dans toutes les langues, presque les langues officielles du Mali, comme le dit cette nouvelle constitution. Donc, moi, je pense que vouloir proposer à ce qu'on dissout l'ensemble des partis, des associations politiques, si réellement ça a été la conclusion et ça a été la décision finale prise, quelque part on peut imaginer que c'est pour donner un boulevard à la transition pour gérer le pays comme elle veut, à mon sens. Mais
toujours est-il que moi, je suis très confiant de nos différentes institutions qui sont là et qui sont là pour veiller sur notre loi fondamentale, c'est tout. Donc, je pense que, en tout cas, vouloir dissoudre toutes ces associations, ça veut dire que si on passe les associations, on va à autre chose. Donc, faisons beaucoup attention et soyons républicains et soyons regardants sur les textes qui régissent ce pays-là. D'accord, c'est tout par rapport à ça, par rapport à mouvement M5RFP. Oui, mais Fadima, je ne peux pas vraiment passer ça rebondir par rapport à ce qu'il dit. C'est vrai, il parle de la Constitution, mais le problème, quand on parle par exemple de la Constitution, il y a une chose qui est fondamentale dedans. C'est par exemple le drapeau du Mali. Dans la Constitution, c'est écrit vert, or, rouge. Bon, vert, or, rouge, qui connaît ça? Les gens connaissent vert, jaune, rouge. Les gens ne connaissent pas vert, or, rouge. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment des petites choses qui ne devraient pas passer, quoi. Ça devrait être corrigé du tic au tac. Il y a dans la Constitution, il y a des choses qui sont dedans. Mais jusqu'à présent, on n'en est pas là, en fait. Donc, ça, dans le constat que moi, je fais, si réellement, on va attendre le mois de juin pour en avoir le cœur net, mais, à mon avis, c'est quelque chose qui peut se faire sans qu'on tienne réellement compte de l'aspect dont vous êtes en train de parler là. Par rapport au MCM-RFP, moi je trouve que de toute façon le MCM-RFP est aussi à la base de la crise que nous connaissons. Et à la base, quand même, c'est quand même fort. Mais oui. Parce qu'ils ont... Bien sûr, ils l'ont revendiqué. Ils l'ont même revendiqué. Moi, je n'invente rien. Ils l'ont revendiqué. Ils ont dit que c'est eux qui ont porté cette lutte-là et que les militaires l'ont parachevée. Je n'ai rien inventé. Donc, quelque part, si ça ne se tenait qu'à ça, moi, je n'aurais pas trop de soucis là-dessus. Mais le problème, comme il a dit, la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté de la société civile, et même des partis politiques jouent un rôle clé dans la démocratie. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la démocratie de sorte à ce que ça m'arrange, je prends, ça ne m'arrange pas, je ne prends pas. C'est ça le problème réel. C'est pourquoi à un moment donné, on se demandait, est-ce qu'on est en démocratie? On n'est pas, qu'on le dit. On n'est pas obligé de rester en démocratie. Il y a d'autres pays qui vivent dans la royauté ou dans d'autres formes de gouvernance. Ils le vivent bien. Donc, à un moment donné, il faut qu'on sorte de ça. Parce que sinon, ça va être des frustrations. Vous allez créer des couches de frustration dans plusieurs secteurs du pays. Et finalement, la gestion va être très, très compliquée. C'est ça, à mon humble avis. Qu'est-ce que vous pensez que le leader du M5RFP, le docteur Choguel Kokala Maïga, fera comme sortie par rapport à ça? Il va rester... parce qu'il a revendiqué tellement fort. Il a été le porteur du projet Assise nationale de la refondation. Il l'a dit plusieurs fois, il a fait des sorties comme quoi l'idée même des assises venait de lui. Oui, mais ils l'ont déjà dit, parce que je me rappelle l'ancien ministre de la refondation, Ikassa, lors de leur communiqué, ils l'ont dit. La conférence de presse, voilà, le communiqué qu'ils ont lu, c'est-à-dire les assises n'ont pas demandé la dissolution des partis. Ils n'ont pas demandé, donc ça veut dire que eux aussi leur position, c'est ça. Bon, quand vous parlez de M5, il y a combien de M5 RFP? Finalement, on ne sait pas à quel M5 il faut faire allusion. Mais précisément, c'est le M5 RFP tendance Choguel Kokala Maïga. Dans leur sortie, ils ont prouvé par A plus B que vraiment les assises, les recommandations, les 500 et quelques recommandations des assises n'ont pas parlé de la dissolution, mais de la diminution. Donc, à mon sens, leur position ne pourrait être que ça. S'ils sont cohérents avec ce qu'ils ont porté et ce qu'ils ont déjà dit, ça veut dire qu'ils sont, eux aussi, ils sont contre. Mais toujours est-il que si on voit que les politiques sont dans cette difficulté, c'est que quelque part, Choguel aussi en a pesé beaucoup, parce qu'il a beaucoup joué sur les partis politiques. Il les a vilipendés, il les a smatchés partout. Donc, conséquence, il est out maintenant, il a un parti et il va goûter la même chose que les autres. Voilà, comme le disent les Bamara, le chef de file de l'opposition, voilà, avec la relecture de la charte, il n'y a plus de chef de file de l'opposition. Finalement, on ne tient plus à ça. Pourtant, on connaît très bien la démarcation d'une personnalité, en tout cas un ancien Premier ministre qui essaye de se positionner en tant que chef de file de l'opposition. Il s'agit de M. Moussa Mara. Vous êtes un peu d'accord avec ça ou pas?
Bon, toujours est-il qu'il soit... Feu Souleymane Cissé n'est plus là pour être chef de file de l'opposition. Feu Soumeilou Boubé Maïga non plus. Voilà, Soumeila Cissé, pardon, n'est plus là. Feu Soumeila Boubé Maïga non plus. Voilà. Il y a des conditions. C'est-à-dire qu'il faut avoir le plus grand nombre de députés au niveau de l'Assemblée. C'est ce qui vous donne le droit d'être quand même le chef de file de l'opposition. Maintenant, comme on le dit, hein, des deux choses l'une. Si on est réellement dans la démocratie, je pense qu'obligatoirement, il doit y avoir une opposition qui alerte, qui critique, qui rappelle à l'ordre, etc. Si on a accepté d'être dans la démocratie, c'est comme ça. Des deux choses l'une. Soit on accepte maintenir le poste de chef de file de l'opposition pour veiller sur la gestion du pays. Naturellement, partout c'est comme ça. Pour veiller sur la gestion du pays, on reste dans la démocratie. Si on est dans une autre forme de gestion, qu'on nous le dise, on va vers ça. Ou bien, à la limite, suspendre la loi fondamentale et travailler comme on veut. Donc, moi, je pense que la gestion d'un pays, c'est, en fait, il faut choisir un mode de gestion. Soit on est en démocratie, soit on est dans un royaume, soit on est dans la dictature, soit. Mais si réellement on est dans la démocratie, et je suppose qu'on est toujours dans la démocratie, je ne pense pas que supprimer le poste de chef de file de l'opposition soit quelque chose qui est bien pour cette forme de gestion-là. Comment vous allez voir la posture? Oui, assez tôt. C'est comme il a dit, il ne s'agit même pas de supprimer. Ça n'existe tout simplement plus. Si jamais quand même ces recommandations sont reconduites, écoutez, il y aura plus. En fait, mais ils ont quand même dit qu'il y aura un minimum de 5 partis. Qui doit payer 100 millions pour être créé. Oui, mais ils ont les moyens, les partis politiques, ils ont les moyens. Je me demande comment, mais ils ont les moyens. Ah, si, hein. Donc, et puis il y a quand même aussi l'État qui donne une subvention aux partis politiques. Non, c'est la recommandation. On va supprimer ça. Ok, de toute façon, de toutes les manières. Et si effectivement le chef d'État aussi est reconduit pendant 5 ans, écoutez, parce que au niveau du CNT, ce sera des conseillers qui seront nommés, comme on est en train de le vivre. Ça ne va plus être la forme classique où il faut nommer des députés et puis les députés. Non, donc de cette manière-là, comment vous allez choisir le chef? Justement, c'est la grande question. Ça n'est pas possible, ça ne va pas exister tout simplement. Justement, c'est la grande question par rapport à la sortie que le Premier ministre Abdoulaye Maïga a fait à la Maison de la Presse lorsqu'il est allé rendre visite à la presse. Il y a eu beaucoup de bruit. À l'époque, il y a eu tellement de bruit concernant les 100 nouveaux partis politiques qui ont été créés que le docteur Shogel Kokala Maïga l'a dit haut et fort partout. Mais le Premier ministre, ce jour-là, il a quand même annoncé qu'au lieu de 100, c'était une soixantaine qui était vraiment créée dans les normes qui sont conformes et tout. Mais cette question, ce bicéphalisme, on pourra dire, il y a des citoyens qui doivent se dire comment, pendant cette période de transition, on a pu autoriser à créer une soixantaine de partis politiques et d'associations, parce qu'on ne connaît même pas aussi le nombre d'associations et mouvements à caractère politique qui ont été créés. Il y a eu aussi il y a un mouvement qui défend les militaires. Je crois que c'est un mouvement aussi politique. Est-ce que ceux-là aussi font partie de cette dissolution, finalement, où au final, il va falloir faire un choix sur 50 partis politiques, comme Assetou le disait? On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si on décide de dissoudre l'ensemble des partis politiques et des associations à connotation politique, ça veut dire qu'on doit tous les dissoudre, normalement. Mais moi, je crois que cette solution, elle est trouvée avec ce qu'on avait demandé aux partis politiques de fournir au niveau de la Cour de compte de la Cour suprême. Mais sur l'ensemble des presque 300 partis politiques là, il n'y a que 50 seulement qui ont pu fournir. Et sur les 50, sur la cinquantaine là, combien avaient les comptes certifiés? Mais la sélection s'est faite automatiquement. La sélection s'est faite plutôt naturellement. Moi, je pense que, c'est-à-dire tout ça là, on doit dépasser ce stade aujourd'hui. Parce qu'on a
on a assez duré dans des tiraillements, dans les petits conflits, dans des mouvements qui n'arrangent pas le Malien lambda. Je pense qu'aujourd'hui, on doit faire face aux choses sérieuses et pour avancer. Je ne dirais pas que l'histoire des chartes n'est pas sérieuse. Elle est sérieuse, mais ça ne doit pas faire tout ce bruit. On ne doit pas avoir tout ce bruit autour de ça. Moi, je pense que la diminution des partis politiques s'est faite automatiquement. Automatiquement avec cette demande que l'État même a faite aux partis politiques. Mais ceux qui sont dans les normes, déjà ils sont là. Les autres, on peut les mettre en garde. De toute façon, si on s'assied, on doit vraiment trouver une solution. Comme l'a dit un de nos présidents, l'a dit, je termine avec là, au problème politique, il faut des solutions politiques. Pas de faux fuyants. Alpha Mokonari l'a dit. Donc moi je pense qu'on doit réfléchir sur comment on peut sortir de là sans que ça ne soit d'autres frustrations ajoutées à celles qui existent déjà. Justement, ils n'arrivent pas à s'entendre. Les partis politiques, ils n'arrivent pas à avoir un vrai, vrai mouvement très homogène. Au moment où on les a demandé de fournir un document par rapport à la révision, même, c'est-à-dire il y a deux regroupements qui sont réunis, des centaines de partis, même ceux qui ne sont pas venus, ils ont fait des propositions, ils se sont compris. Donc ça veut dire quoi? Donc on peut dire si vous ne vous entendez pas, on va prendre des décisions. Mais ils se sont retrouvés, il y a une centaine de partis qui ont fourni le même document. Une centaine de partis ont fourni le même document. De l'autre côté, il y a d'autres regroupements qui ont fourni des documents. Il y a des partis individuels qui ont fourni leurs documents. Mais qu'est-ce qui empêche de les regrouper? De dire, bon, voilà, vous avez dit ça, ça c'est pas bon, on veut ça, allez, enlevez ça, mettez ça. Vous allez vous comprendre. C'est-à-dire, il n'y a pas de crise qui ne soit pas résolue par le dialogue. Il n'y en a pas. Dans tout le monde entier, là, toutes les guerres ont fini autour de la table. Moi, je pense qu'il serait mieux d'appeler les uns et les autres autour de la même table, faire des propositions concrètes dans l'intérêt supérieur du peuple malien pour qu'on évite d'autres crises encore. Est-ce que vous pensez que c'est un réveil là cette fois-ci avec ces recommandations des partis politiques? Là, ça va être un vrai réveil. Forcément. Parce que certains diront qu'ils étaient endormis. Non, forcément. Qu'une forme de courage a manqué aux partis politiques. Et c'est ça aussi qui fait un peu peur parce qu'on ne sait pas comment justement ils vont pouvoir s'organiser. Si réellement ça va être une conséquence positive pour moi, si réellement ils arrivent à enfin se donner la main pour ensemble porter ce combat commun qu'ils ont, mais aussi on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont porter ce combat-là. C'est ça, c'est aussi le revers de la médaille. On ne sait pas si ça va aussi entraîner d'autres problèmes encore. Mais indéniablement, ça a posé vraiment la question sur la table de réellement quel est le rôle de ces partis politiques pour le développement de notre pays. Autant du côté des citoyens, autant du côté de l'éveil au sein de ces partis. Parce que justement, comme il a dit, ils devaient faire le monitoring. Même ça, ils ne le font pas. Je veux dire, je suis un parti politique, je n'ai pas pu accéder au pouvoir. Mais la seule chose que je peux faire, je dois au moins faire en sorte de voir réellement, est-ce que celui qui a pu passer, qui a dit que je vais faire ça, est-ce qu'il a pu le faire? Donc ça, ils ne le font pas. Donc à un moment donné, c'est pourquoi c'était bien de faire ce sondage pour réellement voir. Parce que moi, je trouve que les avis sont plutôt mitigés. Il y en a qui pensent que vraiment, les partis, ça suffit, on leur a assez donné leur chance. Et il y en a aussi qui pensent que, bon, ok, mais de toutes les façons, on ne peut pas, sans la démocratie, avec la démocratie, on ne peut pas parler de dissoudre les partis politiques. Donc, cet avis mitigé, ça aurait été intéressant de savoir qu'est-ce qui l'emporte réellement, pour savoir réellement quelle frange va être le plus frustrée. Parce que ça, on avance un peu sans savoir où est-ce qu'on met le pied. Mais est-ce que les déficits que peuvent avoir les partis politiques aussi nécessitent à ce qu'ils soient supprimés? Ils sont quand même assez essentiels pour un pays, pour une démocratie, je pense. Est très clair, il y a des conditions à remplir. Si vous ne remplissez pas ça, il y a d'abord des avertissements, des suspensions et des suppressions. Donc, des conditions sont là, sont créées au niveau de la charte. Moi, je pense que, c'est vrai, les partis politiques ont péché quelquefois parce que on ne les voit qu'en période électorale. C'est vrai que le parti est créé pour accéder au pouvoir, mais il y a l'éducation citoyenne aussi qui est là.
On doit nous apprendre comment voter. Tout. Comment s'inscrire sur la liste électorale. Comment faire la révision. Donc, ils doivent travailler sur tout le processus électoral. Pas que sur les votes. Parce que généralement, on les voit en période de campagne. Alors, une élection commence depuis la révision des listes électorales jusqu'à la proclamation finale des résultats. Et les partis politiques doivent éduquer les gens sur tous ces aspects-là. Donc, si c'est vrai, le fait de ne pas jouer ce rôle n'est pas synonyme de leur suppression au vu de la loi. Mais il y a la charte qui est très claire. Il y a certaines conditions qui, si vous ne remplissez pas ces conditions, vous allez partir. Moi, soit on laisse tout à plat, on prend certaines décisions, soit si on veut travailler avec nos textes, on se fie aux textes et on interroge les textes, qu'est-ce que les textes ont dit, et on suit ce que les textes ont dit. Moi, je pense que c'est la seule solution pour qu'on puisse sortir de cette crise-là, de cette probable crise-là. Je ne dirais pas crise, mais en tout cas, ça surchauffe, et les gens, il y a trop de mouvements. Il y a une alerte très très forte. Donc vraiment, je pense que chacun de son côté doit réfléchir par deux fois pour permettre aux uns et aux autres, vraiment, pour permettre au pays de rester, de garder ce peu de stabilité qu'on a et qu'on cherche à améliorer. Parce que, juste pour compléter, c'est aussi quand on va aller au-delà de ça, ok, on va dissoudre les... Maintenant, qu'est-ce que tous ces jeunes ou tous ces chefs, les chefs même, je m'en inquiète pas, mais tous ceux-là qui travaillent dans ces partis politiques, qui vivaient de ces partis politiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller travailler, tout simplement. Ils vont travailler, mais dans quoi? On connaît le problème d'emploi des jeunes, où il n'y a pas assez d'emploi. Qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on crée la situation aussi qu'on a vue ailleurs, quand on a dégagé les grabals, où finalement les gens ne savent pas. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas seulement que de dissoudre aussi. Il faut aussi penser à après la dissolution, quelles sont les mesures. Là-dessus, c'est un engagement politique. Ah oui, mais la plupart parce que c'est ça. Comme vous et moi, comme beaucoup, mais ils sont déjà dans des activités. Oui, mais au Mali, les partis politiques, il y en a beaucoup qui ne vivent justement que de cette subvention de l'État. Ils verront comment solutionner autre chose. Voilà. Sur ça, on va essayer d'avancer. En tout cas, on a vu, ils essaient quand même de faire une forte suppression sur le nomadisme politique. Et c'est même, les recommandations sont allées très loin en disant que on ne peut plus utiliser les anciennes nomenclatures, les anciens logos, les écritures. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont être extrêmement frustrés si ça devait passer. C'est ça. Cher, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, ce n'est pas une proposition qui peut faire disparaître une loi. Non. C'est-à-dire, quand on remet tout à plat, ce qui est faisable là, on peut faire cela. Mais dire que tu ne prends pas les anciens noms, est-ce que c'est les anciens noms là qui ont... Ce sont les hommes. Ce ne sont pas les noms en fait. Ce sont les hommes. Mandé TV aujourd'hui, moi je te dis, bon, je demande à Mandé TV de laisser le nom Mandé TV. Ça sert à quoi? Si je touche du bois, ce n'est pas la gestion de Mandé TV qui a fait que... sinon, ce n'est pas le nom qui a fait que Mandé TV a péché quelque part. Non, ce n'est pas le nom Mandé TV là. C'est les hommes qui sont là-dedans. Maintenant, on peut prendre le Mandé TV et on forme bien les hommes pour ne pas tomber dans l'erreur. Mais quand tu prends Mandé TV là, est-ce que le fait de changer le nom, ça peut changer le contenu? On va dissoudre tous les partis politiques. On n'invente pas, ce sont les mêmes gens qui vont revenir faire les... c'est ça, moi c'est ce que je disais. C'est eux qui vont venir créer encore d'autres problèmes, encore, sous autres formes. C'est la même chose. La solution, c'est très simple. Il y a des règles à respecter. Celui qui ne respecte pas, la loi va lui frapper. Un point et c'est tout. C'est très simple. Le nomadisme politique, là, ça c'est bien réfléchi. Tu ne peux pas avoir la confiance des gens au nom d'un parti ou bien au nom d'une organisation. Tu es venu auprès des citoyens pour dire, bon, moi je représente cette organisation, les citoyens ont fait confiance à cette organisation, ils t'ont porté, ton mandat et ils ont voté pour toi. Tu viens devenir un élu, un député ou un maire, et demain tu changes de parti. Ça veut dire que d'abord tu as trahi les citoyens, parce que les citoyens n'ont pas voté pour le parti dans lequel tu es parti. Non, ils ont voté pour l'autre parti. Ou bien ils n'ont pas voté pour une association, l'association qui est dans laquelle à laquelle tu as rejoint. Non.
Ils ont voté pour leur association qu'ils connaissent. Ils savent que cette association est là pour répondre à leurs besoins. Cette association a l'habitude de les accompagner. Cette association a veillé à ce qu'ils aient vraiment, comment on appelle là, ils aient des services, accès aux services sociaux de base. Mais si toi tu quittes en tant qu'élu de cette association, aller rejoindre un parti ou une autre association, ça veut dire que tu as trahi les gens qui ont voté pour toi. Donc moi je pense que celui qui fait ça là, non seulement il doit perdre son mandat, on doit même l'interdire de faire la politique pendant 10 ans. Comme ça, les autres vont réfléchir. Parce que ça, c'est trahir la confiance des gens, en fait. Les gens ne peuvent pas t'aider à financer ta campagne, à faire la campagne avec toi, à voter pour toi, et que le lendemain, pour des intérêts personnels, tu quittes ce parti pour aller dans cet autre parti ou dans cet autre regroupement. Ça, c'est une trahison à mes yeux. D'accord, merci beaucoup. On va essayer d'avancer. Voilà, on va prendre notre deuxième sujet. Il s'agit de la célébration de la journée de la liberté de la presse qui est célébrée le 3 mai prochain. Voilà, c'est là, 3 mai. Est-ce qu'au Mali, on peut dire que la presse est libre? Exactement, il y a une liberté de presse au Mali, mais elle est relative. La liberté de presse sous-entend qu'on ait beaucoup d'organes. Et aujourd'hui, tout le monde peut le témoigner. Il y a une quarantaine ou cinquantaine de télévisions au Mali, il y a plus de 500 radios, il y a plus de 200 titres. Alors, nul ne peut dire qu'il n'y a pas de liberté de presse au Mali. Maintenant, la pratique, c'est là où on peut relativiser aujourd'hui. Et cela s'explique par la situation dans laquelle nous trouvons aujourd'hui. En ce sens que le constat que j'ai fait personnellement, c'est que à cause de la situation, il y a eu beaucoup d'autocensure, surtout. Parce qu'il y a beaucoup de sujets à développer, beaucoup de sujets qu'on doit vraiment fouiller et mettre à la disposition des auditeurs, téléspectateurs et lecteurs. Et malheureusement, aujourd'hui, quand tu prends un peu, tu fais le tour sur l'ensemble de ces médias-là, tu trouveras qu'on est plus dans l'institutionnel que dans l'information réelle dont les citoyens ont besoin. Donc, ça ne veut pas dire que les acteurs de ces médias ne sont pas des professionnels ou ils ne savent pas le faire. Mais c'est la situation qui l'a exigé. Soit tu fouilles à fond, tu as des démêlés avec la justice, soit tu fouilles à fond, tu es disparu, on ne sait pas comment tu es disparu. Voilà des raisons pour lesquelles aujourd'hui on peut interroger cette liberté de presse et d'expression. On peut la relativiser parce que on n'a pas la main libre du côté de la gestion des informations. Ça c'est vis-à-vis des autorités du pays. De l'autre côté, il y a d'autres acteurs qui contribuent à menacer cette liberté, notamment les groupes armés. Parce que les médias qui sont dans ces zones-là n'ont pas la liberté de se mouvoir pour aller faire leur production comme il faut. Et ces médias n'ont pas la latitude de traiter des sujets les concernant, sous peine d'être menacés, d'être enlevés, d'être ciblés ou assassinés, entre guillemets. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la liberté de la presse et d'expression, elle existe, mais elle est relative et elle est menacée. Donc, c'est la situation qui a amené, comme on l'a dit, à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Donc, les journalistes, tant bien que mal, tentent aujourd'hui de jouer leur rôle, mais à une certaine limite. À une certaine limite. Donc, si on s'en tient à la réalité du moment, les journalistes sont entre le marteau et l'enclume. D'accord, voilà. Merci. Donc cette liberté, je pourrais dire elle existe, mais vraiment elle est relative. Très ambigu. Ce que je peux juste rajouter, je suis déjà d'accord avec l'analyse qu'il a faite, c'est qu'en plus, il n'y a pas que les journalistes qui sont touchés, il y a aussi les sources qui sont touchées par ça. Parce que moi, je me rappelle qu'on devait faire même un sujet et dont on avait besoin d'une source dans les régions, dans une région du Nord. Mais la source nous a dit, oui, je peux dire ça, mais il ne faut pas me citer.
Donc, quelque part, vous voyez que c'est un climat qui n'est pas du tout facile. Et pour les journalistes, et pour les sources, les personnes aussi qui doivent donner des informations. Quelles sont les dispositions aujourd'hui pour pouvoir garantir le minimum pour avoir cette liberté d'expression? On sait que surtout récemment, à la date du 10 avril dernier, on a un confrère qui a été mis sous mandat de dépôt, justement dans l'exercice de sa profession. Voilà, il a fait un article dans lequel il a pu dénoncer, faire un coup de gueule, si on peut dire, et qui a été quand même assez porté sur le ministre de la Justice. Et voilà, aujourd'hui, il se retrouve être mis en prison. Mais aujourd'hui, quelles sont les dispositions aujourd'hui pour préserver ce métier au Mali? Pour préserver la liberté de la presse, là, il faut que les uns et les autres comprennent que le rôle que la presse même joue dans le développement d'un pays, le rôle de réveil de conscience même, ne serait-ce qu'avec le réveil de conscience, c'est un rôle important. La presse constitue un maillon essentiel dans la marche d'une démocratie. Sans presse, la démocratie va tituber. On n'a pas le choix. Donc il faut que les uns et les autres comprennent aussi que sans la presse, c'est-à-dire aucun développement n'est possible. Qu'on le veuille ou pas, de façon générale. Parce que même si vous voyez que les gens, le peu de bonnes gestions que les gens font, c'est parce qu'ils savent que s'ils gèrent mal, la presse va en parler. Le fait d'alerter les gens par rapport à un certain nombre de situations, ça peut aider les citoyens. La presse est là pour tout le monde. Ce n'est pas que pour soit les gouvernants ou soit les groupes armés ou soit une association. Non, la presse est là pour l'ensemble des citoyens du Mali. Et la création même, l'ouverture même des médias, c'est ça. Les médias est ouvert pour prendre en compte les préoccupations des différentes communautés. Donc, pour que cette liberté vraiment de presse reste au Mali, pour qu'elle soit préservée, il faut d'abord qu'on soit conscient du rôle important que la presse est en train de jouer. Deuxièmement, il faut comprendre que sans cette presse-là, difficilement on peut atteindre l'objectif que nous voulons. Parce qu'elle est là comme un avant-garde. Elle est là comme une sentinelle qui veille sur la marche de la communauté, de la société tout entière. Donc il faut qu'on comprenne cela et qu'on laisse la presse jouer son rôle. Mais, comme je l'ai dit, à un moment, si on est dans une certaine situation, il faut que l'éthique aussi soit prise en compte dans le travail que nous faisons tous les jours. Parce que souvent, c'est très difficile de parler comme si on était dans une période normale. Nous ne sommes pas dans une période normale, nous sommes dans une période exceptionnelle. Donc, obligatoirement, on doit tenir compte de cet aspect-là pour pouvoir mener notre travail. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit nous empêcher de faire notre travail. Moi, je ne pense pas, je ne vais pas discuter quand même d'une affaire qui est pendante au niveau de la justice, mais un journaliste, sa place n'est pas dans la prison. Ça, les textes le disent la presse là. C'est une citation directe. Ce n'est pas dans la prison. Je ne commente pas, mais ce qui est sûr, je pense que les uns et les autres vont se comprendre pour pouvoir vraiment sortir de là. Mais toujours est-il que aujourd'hui, si on veut que le pays marche, il faut contribuer à garantir cette liberté de presse et de la liberté d'expression. Ah, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut vous garantir aujourd'hui? Il faut un climat de confiance aussi, je pense. Ce que je peux rajouter, il faut vraiment cette confiance. On a l'impression des deux côtés que la confiance est un peu rompue. Souvent, sur le terrain, le mot m'échappe. On indexe certains journalistes en se disant oui, ils sont pro-pouvoir, ils sont contre-pouvoir. Vous voyez, donc il y a ce climat qui est un peu là, qui fait que souvent il y en a qui parlent beaucoup, et pourtant ils ne sont pas inquiétés. Il y en a d'autres qui disent moins, mais ils sont inquiétés. Donc il faut aussi rétablir ce climat problème de régulation, de confiance qui est en train de partir. Il faut la transparence. Il faut la transparence dans les démarches. Il faut de la transparence dans les procédures. Parce que c'est ça. Pourquoi il n'y a pas la
confiance parce qu'il y a trop de zones d'ombre. Donc, c'est ce qui fait que finalement, la confiance, elle est rompue. Il faut un climat où le journaliste se sent en sécurité de travailler. C'est ça. Parce que si tu n'es pas en sécurité, ta famille n'est pas en sécurité, quelque part, tu ne peux pas truquer. Il faut aussi mettre on va dire que nous sommes, on a l'habitude de le dire d'ailleurs. Pourquoi les mots m'échappent aujourd'hui? Traitement patriotique de l'information, c'est de ça que vous voulez parler? Non. Nous sommes l'un des piliers du développement. Oui, quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, merci beaucoup. Nous sommes le quatrième pouvoir. Ce pouvoir a besoin aussi d'être financé. Donc, il faut aussi penser à cet aspect. L'aide à la presse, je pense que jusque-là, il y a pas mal de discussions là-dessus. Il faut une certaine stabilité au niveau du financement aussi pour avoir des contenus assez crédibles, assez équitables, assez recherchés et permettre dans la transparence l'accès aux informations utiles. Donc moi, c'est ce que je peux rajouter à ce stade. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres concernant des journalistes aujourd'hui qui sont emprisonnés dans l'exercice de leur fonction? On a des chiffres ou pas? Au Mali, je crois qu'il n'y a que notre confrère là, Togo, Togo qui croupit vraiment derrière les barreaux aujourd'hui. À ma connaissance, peut-être il peut y avoir d'autres qui n'ont pas été signalés. En tout cas, pour ce qui concerne l'intérieur du pays, je n'ai pas connaissance des journalistes qui soient emprisonnés à cause de l'exercice, plutôt dans l'exercice de sa profession. D'accord, merci beaucoup. Par rapport à ce sujet, voilà, on a bouclé les sujets nationaux. On va aller en région, on va aller tout près chez le voisin Côte d'Ivoire qui s'apprête à faire bientôt les élections présidentielles prévues pour octobre 2025. Et patatras, on pourra dire, dernièrement, on a vu le candidat, Monsieur Thiam Tidiane, écarté de la course présidentielle, qui a fait une sortie même le 22 avril dernier par rapport à cela. Quelle lecture faites-vous de cette candidature, comment dire, suspendue ou annulée même carrément? Ah, c'est tout? Le potentiel candidat, le potentiel rival de Alassane, en fait, c'est un peu tombé à un moment où on s'y attendait pas trop parce que il y avait déjà une première étape où il était menacé, sa candidature était menacée. Mais juste après, effectivement, on a vu que il a été retiré de la course. Ça vient à un moment où les Ivoiriens, je trouve que la tendance était vraiment plus un peu de son côté. Franchement, on le décrivait comme le potentiel successeur de Alassane Ouattara. Maintenant que c'est revenu rebelote, on se demande maintenant concrètement, est-ce que y aura un candidat de près qui va réellement pouvoir rivaliser comme M. Thiam à ces élections qui sont déjà très proches? Finalement, M. Thiam, qu'est-ce que cette candidature qui ne va pas passer, est-ce qu'ils vont fournir quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si dans leur législation, si cela est toujours possible ou pas, mais comment va réellement se passer? Je pense que c'est surtout ça. Aujourd'hui, les Ivoiriens avaient beaucoup misé sur cette personne-là. Maintenant que ce n'est plus, ça reste encore l'avis mitigé. Mais moi, je pense que même si M. Ouattara passe durant ces élections, ça va être chaud. Il a quand même fait partie, il est le 3e président du PDCI. Du PDCI, qui est un parti politique ivoirien assez puissant. C'est le parti politique qui a vu feu Houphouët-Boigny, président de ce parti politique. Aussi avec le fils Henri Konan-Bédié, feu Henri Konan-Bédié. Président aussi de ce parti politique. 3e, il a quand même été voté à près de 80% ou 90% par ses militants pour porter le parti à la tête de ces élections-là. Vous pensez qu'il y a un parti politique aussi fort que ça va s'avouer vaincu aussi vite, même si en réalité il n'y a plus de voie de recours? Pas que Tidiane Thiam seulement, il y a Gbagbo qui ne figure pas sur la liste. Il y a Blé Goudé, il y a Soro,
Mais le principal, c'est eux, ils ne peuvent pas participer, ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont des démêlés avec la justice également. Mais l'affaire de Tidiane Thiam, bon, quand on interroge la loi ivoirienne, ça veut dire qu'il ne devrait pas être candidat. Mais ce problème a suscité, plutôt, ce problème a été évoqué bien avant que la Cour ne se prononce. Même au sein de son parti, il y a eu des dissidences, il y a eu des gens de son parti qui ont évoqué ça. Il y a des gens qui, même dernièrement, le lendemain même, ou le surlendemain, qu'on l'a recalé, la dame qui a porté plainte contre elle, ils étaient devant la justice à cause de ça. Donc c'est pour vous dire que c'est un problème qui a commencé. Et pour moi, le PDCI devrait avoir toutes les cartes, c'est-à-dire en sa faveur, pour, avant cette date-là. Un grand parti comme le PDCI, dire que ce parti n'a pas de candidat aux futures élections présidentielles, ça veut dire que ce n'est pas bon. Ça, c'est les lois qui parlent. Mais à mon sens, la Côte d'Ivoire a vécu un cas pareil qui a plongé le pays dans une crise très profonde, où il y a eu beaucoup de morts. Parce qu'Alassane lui-même avait été recalé après des négociations avec la solution politique, etc. Il a pu participer et les résultats ont fait des remous, comme il l'a dit, même s'il passait, les résultats risquent d'être un problème. Moi, je pense qu'il faut trouver un consensus politique autour d'un certain nombre de sujets. Le président a un pouvoir discrétionnaire. Si il ne veut pas, à mon sens, que son pays replonge plutôt dans une crise, je pense qu'il doit réfléchir et trouver une solution de sortie de crise. Voir, est-ce qu'il faut ramener Tidiane Thiam? Non. Est-ce qu'il faut permettre le PDCI d'amener un autre candidat pour que ça ne soit pas lui seul? Parce que sans ces ténors-là, sans Thiam, Bagbo et Bagbo là, mais il est sur un boulevard. Donc, il n'a pas de concurrence sérieuse devant lui. Donc, est-ce que ce n'est pas fait exprès? Les gens se posent la question. Mais moi, je pense que pour éviter de sombrer dans la crise encore, il faut vraiment réfléchir à une solution politique pour pouvoir résoudre cette question-là. Merci beaucoup. Voici tout. Oui, mais c'est complètement cela. Tu as bien tracé l'historique tout à l'heure. C'est lui-même, quand M. Ouattara venait au pouvoir, c'était ça qu'il dénonçait. Oui, il ne faut pas rester au pouvoir, il ne faut pas s'attarder au pouvoir, mais si ce discours revient, alors que lui, il est encore en tout temps, il a changé la Constitution, donc évidemment, les idées ont changé. Donc, vous voyez, donc c'est tout à fait là le problème que connaissent les pays, je veux dire les pays de la sous-région africaine. Heureusement, on a eu le cas du Sénégal qui nous a quand même fait une belle leçon de démocratie, mais sinon, c'est pareil. C'est le même problème que nous remarquons de génération en génération. Il est vraiment temps qu'on quitte cela. Même si le PDCI arrive aujourd'hui à donner un candidat, quel candidat vous allez donner à moins de 6 mois des élections? Quel temps il a réellement de battre campagne, de se faire connaître, de faire connaître son programme et tout ce qu'il y a derrière? Peut-être ça peut être le cas de Sonko. On leur espère. Mais bon, écoutons, on va voir. Les répercussions géopolitiques dans la zone, si ça vacille encore une fois, on ne le souhaite pas, hein, on est clair là-dessus, on ne le souhaite pas en Côte d'Ivoire, mais on sait très bien que la situation politique d'un État influe évidemment sur la sous-région, sachant que la Côte d'Ivoire est membre de la CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO va avoir comme grain à moudre encore dans son moulin? Justement, c'est ça que les uns et les autres reprochent à la CEDEAO. Un président qui fait exprès, en se basant sur une loi, soit créer une loi pour que... Non, la loi a toujours existé. Mais la CEDEAO devrait quand même attirer l'attention d'Alassane, parce qu'on connaît les intentions de tout le monde. On peut juger des gens par leur intention. Hein. Cette intention, elle a toujours existé, hein, de faire recaler des candidats sérieux pour pouvoir passer. Donc moi, je pense que la CEDEAO, si elle veut résister sur ses cendres, le peu qui reste de la CEDEAO, elle doit prendre sa responsabilité et taper sur la table. Et essayer quand même de ramener les uns et les autres autour de la table pour trouver une vraie solution avant que le pays ne soit dans une crise. Parce que la crise de la Côte d'Ivoire,
Il ne faut pas qu'on le souhaite parce que nous sommes parmi les premiers à ressentir la répercussion de cette crise parce qu'on a 4 millions de Maliens là-bas. Il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas souhaiter le malheur de quelqu'un. Je pense il y a même pas, même il y a une partie de ce que nous consommons qui vient de la Côte d'Ivoire. On a nos ressortissants là-bas. On a vu la dernière fois comment les gens ont quitté la Côte d'Ivoire pour aller dans les groupes. Les gens qui étaient des soutiens des familles, ils sont venus avec rien pratiquement. Leurs enfants, les femmes, tout le monde était là. Mais ils n'avaient rien à faire. Donc c'est pour vous dire que on ne souhaite pas que vraiment ce pays-là sombre de nouveau dans cette crise. Et pour éviter ça, je crois que Alassane Ouattara, c'est le père de la Côte d'Ivoire, c'est le père de la nation, qu'il ait pitié de cette nation-là, qu'il prenne vraiment une décision courageuse politique pour permettre de résoudre cette crise-là. Vous pensez que ce 4e mandat, ce sera légitime pour lui? Parce qu'il y va carrément vers ça. Hein. Il a un boulevard, si on peut le dire, et puis vous l'avez dit, hein, avec des candidats, des opposants sérieux en face qui sont éliminés, parce que Tidiane Tam, quand même, c'était pas un petit poids, hein, il était assez lourd. Non, mais donc ce 4e mandat d'Alassane est légitime ou pas? Même s'il le passe légitime, les Ivoiriens le verront toujours inélégitime. C'est ça le souci. Et il vaut mieux toujours avoir une certaine popularité auprès de tes citoyens que d'avoir un sentiment où ils se sentent finalement obligés d'aller vers toi. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Et c'est pourquoi les Sénégalais ont tapé sur la table. Et s'il ne fait pas attention, s'il va dans ce sens, c'est ce qui risque de lui arriver. D'accord, merci beaucoup, chers collègues. Nous sommes à la fin de notre décryptage du jour, de la semaine, même je dirais. Nous avons sur ce plateau Madame Diallo, plutôt Madame Diallo Assetou Diarra. Aujourd'hui, c'est ça, voilà, reporter, journaliste reporter à Nouvelles du Mali. Assetou, vous souriez beaucoup, oui, là. Je souris parce que je me demande si tu as reçu un peu de points de vin de la part de mon mari ou pas. Parce que en fait. Pour ça, insister sur ce dialogue. On a pourtant l'habitude de faire des émissions à chaque fois, mais t'as jamais autant insisté sur ce mot. Non, mais ça se voit. Ouais. Ça se voit, donc je bats campagne. Merci beaucoup, Assetou. Ça fait plaisir. Et on espère que les dossiers, on a toujours à l'œil. Hein. Oui, toujours à l'œil. Beaucoup de désinformations, comme d'habitude, mais faire attention, surtout du côté des femmes aussi, à l'usage qu'elles font des outils numériques, surtout. Merci beaucoup pour ce message et cette alerte qui fait pas défaut à chaque fois sur ce plateau de Mandé TV. Merci beaucoup, Président Bokoum. Aujourd'hui, c'est Président Bokoum aussi. Hein. Alors, on se dit sûrement à la prochaine. Merci, on se dit à la prochaine, Inch'Allah, pour d'autres infos pour les téléspectateurs et téléspectatrices de Mandé TV. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir est partagé. Téléspectateurs de Mandé TV, merci beaucoup d'avoir regardé ce plateau jusqu'à la fin. Restez toujours sur les ondes de Mandé TV pour un autre programme à suivre. Et on se dit à la prochaine pour un autre décryptage. Je salue la régie qui a assuré cet enregistrement. Au revoir.